Je vais demander à Thales de me construire un logiciel qui pourra être exporté partout dans le monde, qui sera le logiciel anti-couac. C'était lors d'une visite chez Thales, juste après la nomination de Manuel Valls à Matignon. Alors, est-il urgent de la faire fabriquer, cette machine anti-couac ? Que penser des tiraillements et rétropédalages qui ont émaillé les premiers pas du nouveau gouvernement, et les ministres stars ont-ils vraiment décidé de jouer collectif? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg ou encore Michel Sapin avec nous 4 invités. Bonjour. 2 communicants, Jean-Luc Manot, conseiller de nombreuses personnalités politiques, dont NKM, lors des municipales à Paris. Claude Posternac de l'agence La Matrice, fondateur du site l'important.fr. Alors vous connaissez bien le PS, pour qui vous avez créé la campagne Le Changement. Gaël Slimane, politologue et spécialiste de l'opinion chez BVA. Et Merwan Méry, spécialiste en lecture comportementale. Vous venez de sortir ce livre, Vous mentez, ou Comment détecter le mensonge et démasquer les menteurs, tout un programme aux éditions Erol. Alors on verra ce que vous inspire l'attitude des ministres et puis aussi leur revirement. Alors le plus spectaculaire concerne Ségolène Royal, nouvelle ministre de l'écologie, qui dès le jour de sa nomination s'avançait sur un sujet ô combien sensible. Une entrée en scène tonitruante. Ségolène Royal n'a pas attendu 24 heures pour s'attaquer à l'un des sujets les plus sensibles de son nouveau ministère, l'écotaxe. Je ne suis pas la seule à décider, mais je vais remettre à plat les choses pour voir quelles sont les autres possibilités que nous avons pour dégager des financements pour en effet faire les travaux ferroviaires et routiers. L'écologie ne doit pas être punitive et on ne doit pas taxer des gens s'ils n'ont pas le choix de prendre les transports propres. Les écologistes tout juste sortis du gouvernement s'inquiètent. Ils redoutent un abandon pur et simple de l'écotaxe. On sait que chez Ségolène Royal, remise à plat quand on parle de fiscalité, ça veut surtout dire suppression. 1 milliard d'euros de manque à gagner chaque année dans les caisses de l'État qu'il faudra donc compenser, auquel s'ajoute un chèque minimum de 800 millions d'euros pour indemniser la société qui devait collecter l'écotaxe. Les écologistes demandent ce soir au Premier ministre de clarifier la position du gouvernement sur l'écotaxe. Alors, Manuel Valls lui a-t-il demandé de faire marche arrière? En tout cas, 3 jours plus tard, la nouvelle ministre semble beaucoup moins catégorique quand on l'interroge sur l'écotaxe. L'écologie, la protection de l'environnement doit être quelque chose de positif et d'enthousiasmant. C'est une solution, ça n'est pas une punition, en effet. Et je ne voudrais pas d'ailleurs que la première décision du nouveau gouvernement soit un impôt nouveau. Et d'ailleurs, le gouvernement précédent avait décidé cette remise à plat puisqu'il y a une enquête, un rapport parlementaire, une commission parlementaire qui sera rendue, je crois, dans une quinzaine de jours, que préside Jean-Paul Chanteguet. Donc on va attendre ce rapport, on le regardera, on en débattra collectivement au sein du gouvernement et on prendra une décision. Si vous dites ce soir que ça ne peut pas être un impôt supplémentaire, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'écotaxe. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'écotaxe, parce que l'écotaxe, c'est précisément un impôt supplémentaire. Nous verrons. Nous verrons. Je ne vais pas décider là toute seule. Votre sentiment, vous le connaissez, mon sentiment. Alors, sa position, évidemment, Ségolène Royal a toujours été contre l'écologie, ce qu'elle appelle l'écologie punitive. Mais enfin, quand même, il y a un changement de formule. Ça devient du « on en discutera, on en débattra », alors que 3 jours plus tôt, c'était des « on ne doit pas et je vais remettre à plat ». Est-ce un rétropédalage, Jean-Luc Manot? Oui, bien sûr. Bon, c'était un rétropédalage léger malgré tout, parce que quand on regarde, si on le met dans la perspective, tout ce qui se passe dans ce gouvernement depuis l'arrivée de Manuel Valls est formidablement huilé, organisé, pacifié par rapport à la période Hérault, y compris aux quelques premiers jours d'Hérault. Donc il faut reconnaître ça. Ça marche bien mieux. Sur ce problème particulier qui est un problème difficile, je pense qu'à la volonté de Ségolène Royal à la fois de marquer son territoire, et elle le fait avec le jeu du premier jour, et puis ensuite, elle se souvient qu'elle est membre d'un gouvernement et il y a du nous qui arrive. Elle se souvient, ou alors elle a tenté de passer en force, parce que c'est ça qu'on se demande, est-ce qu'il y a une tentative de passer en force? C'est un processus intéressant chez Ségolène Royal, parce qu'il est souvent inverse au processus des autres, qui commence par le nous,
surtout au Parti socialiste, et qui termine par le je. Là, on est dans le système inverse. Elle commence par le je pour expliquer quand même qu'elle n'est pas n'importe quel ministre, et puis elle va arriver dans le nous, qui est le résultat de la solidarité, en tout cas du souhait de solidarité. D'accord, c'est ça. Je d'abord, et nous après, alors on va vous faire réagir, Claude Pasternak et Gaël Siman, mais d'abord, justement, sur son attitude et son comportement. Alors, deux discours différents, enfin un petit peu différents quand même, à 3 jours d'intervalle. Donc, quel exercice vous semble-t-il le plus sincère? Est-ce que c'est dans le jeu ou dans le nous? Alors, ce que j'ai surtout noté sur la dernière vidéo, c'est il y a un peu de peur. Il y a une micro-expression de peur de Ségolène Royal, exactement la 46e seconde, si vous prenez la vidéo qu'on vient de voir. 46e seconde, c'est quand elle dit quoi? Décision. Quand elle va dire c'est une décision, regardez la baseline, donc c'est-à-dire le comportement de base de Ségolène Royal. Quand elle prononce le mot décision, elle le fait comme ça. Et on prendra une décision. Si là, vous ce qu'on dites a ce pu soir, voir, ça ne c'est peut que pas quand elle est être. revenue encore une fois sur les quotas, quand elle dit cette décision, ce qu'elle fait avec ses lèvres, donc elle rétracte ses lèvres vers l'arrière, en fait, ce qui est une fuite émotionnelle liée à la peur. La peur, au même titre que la joie, la tristesse, la colère, la surprise, sont des expressions universelles, et vous allez activer exactement les mêmes muscles faciaux, que vous soyez atteint de cécité congénitale ou bien simplement japonais ou français. D'accord, donc la peur, un petit mouvement de peur, mais peur exactement. de quoi? Mais alors, encore une fois, on n'est pas dans sa tête. Mais en l'occurrence, c'est ce qu'on peut voir, effectivement, puisqu'elle la manifeste de cette manière-là. Et après, elle est un peu agressée par le journaliste, donc on voit même une micro-expression de mépris et de dégoût quand le muscle releveur de la lèvre supérieure va distordre le pont nasal. Donc effectivement, on n'est pas dans sa tête, mais en l'occurrence, on peut voir qu'effectivement, elle est particulièrement à l'aise sur le sujet. Elle n'est pas très à l'aise, vous dites, d'accord. Ouais. Ces expressions le montrent. Alors, Claude Pasternak, moi, je rejoins, vous approuviez sur le fait qu'elle n'était pas à l'aise. Non, ce qui est sûr, je rejoins Jean-Luc Manot sur la dialectique entre le jeu et le nous. Elle joue de ça, bien évidemment. Elle est plus à l'aise dans le jeu que dans le nous, en tout cas. En plus, elle est parfois à contre-temps. Le premier jeu qu'elle a exprimé, c'était un contre-temps terrible. C'était au moment de la défaite des municipales. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui rayonnait sur les plateaux, c'était Ségolène Royal, alors que le Parti socialiste avait connu une défaite historique aux municipales. Deuxième intervention, elle marque encore le jeu, c'est-à-dire qu'elle marque son territoire. Et puis là, et vous avez raison de le rappeler, la main de Manuel Valls n'est pas la main d'Hérault, c'est-à-dire la main de Manuel Valls est une main extrêmement ferme, précise. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la communication. Mais vous voulez dire quoi, en fait, qu'elle a été, voilà, on sent la main de Manuel Valls dans le deuxième extrait, ce qui explique peut-être d'ailleurs justement ce côté un peu contraint qu'on relève dans son attitude. Il y a deux niveaux. On a parlé d'un gouvernement de combat. Oui, c'est un gouvernement de combat. Il y a le premier combat, c'est le combat entre les Hollandais et les autres. Il y a d'un côté la garde rapprochée de François Hollande, où bien évidemment Ségolène Royal va jouer un rôle primordial. Et de l'autre côté, il y a une alliance que tout le monde connaît, de Valls, et de façon paradoxale avec la gauche du PS, avec Montebourg et Mais est-ce que vous direz qu'elle a commis une erreur de communication, Ségolène Royal, en s'avançant comme ça Elle risque d'en reproduire, puisqu'elle risque de détonner par rapport au ton que va donner Manuel Valls. Donc on va voir, elle va naturellement vouloir s'écarter de la mainmise de Manuel Valls, mais aussi, elle a une responsabilité ministérielle. Elle sait très bien qu'elle doit rester dans un cadre où elle doit jouer collectif, parce que si elle sort du collectif, elle est hors jeu et les Français ne supportent pas les personnalités hors jeu. Gaël Siman, il faut rappeler d'ailleurs aussi que, alors on parle de Manuel Valls, mais il y a aussi eu de nombreux parlementaires, UMP, mais aussi Verts et PS, qui se sont exprimés contre Ségolène Royal suite à ces déclarations. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle fait marche arrière. C'est perçu comment J'ai envie de dire que si on parle là de rétropédalage, vous avez raison d'insister sur le fait qu'il est léger, s'agissant d'une personnalité comme Ségolène Royal, on est prêt de revenir dans deux nouvelles émissions pour parler de vrais rétropédalages qui risquent d'être autrement plus spectaculaires, parce que la cohérence dans tout ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit sur le jeu, sur le nous, sur le fait qu'il y avait un paradoxe lors de ces soirées, ces jours de défaite, de voir une Ségolène Royal rayonnante, qui était, rappelons-le, la personnalité majeure, hormis Manuel Valls lui-même, du remaniement. Quel est ce remaniement ministériel? À part le Premier ministre, il y a une seule personnalité vraiment nouvelle, connue des Français. C'est Ségolène Royal. Donc elle est dans cette posture, dans cet ascendant, on va dire, dans ce sentiment où elle se sent particulièrement à l'aise, ce qui lui fait dire finalement quelque chose que l'on savait d'elle sur les quotas. Elle a toujours été sur ce discours, cette ligne. ça pose la question de l'avoir nommée elle à ce poste d'ailleurs. Mais non, c'est parfaitement cohérent, parce que s'il y a bien un poste où elle était légitime dans ce gouvernement, c'était un poste comme celui-là, où en plus elle est totalement en phase avec l'opinion publique.
les Français, effectivement, de gauche comme de droite, n'en pouvaient plus avec ce qu'elle appelle l'écologie punitive, et qui est effectivement perçue comme cela par les gens. Donc elle nous fait du royal, mais d'une manière encore très euphémisée par rapport à ce à quoi nous assisterons dans les mois qui viennent, probablement. D'accord, c'est une prédiction, donc vous dites petit rétropédalage. Dans la problématique qui est posée, la seule problématique, c'est le timing, c'est qu'elle dit « je » à un moment où le gouvernement n'a pas délibéré et qu'il y a la question de l'autorité du Premier ministre. Oui, où les parlementaires sont quand même unanimement contre. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Personne dans ce pays ne va remettre l'écotaxe. Personne. Politiquement, c'est impossible. L'écotaxe est une mesure intelligente qui est morte du fait de la lâcheté collective. On va pas faire le débat de fond, mais en tout cas, vous dites elle s'est trop avancée. Vous dites petit rétropédalage. Alors, il y en a eu un autre. Vous nous direz s'il est plus important ou pas. C'est celui de Michel Sapin, nouveau ministre des Finances, qui lui varie sur un sujet important, celui des fameux 3% de déficit. Alors, après négociation d'un premier délai supplémentaire, la France est engagée à atteindre cet objectif en 2015, mais au lendemain de sa nomination et puis de la claque des municipales aussi, c'est peut-être lié, eh bien, il semblerait que la France s'apprête à négocier un nouveau délai. C'est du moins ce que laisse entendre Michel Sapin. Est-ce que vous restez sur l'objectif de 3% de déficit en 2015? Mais les objectifs sont des objectifs que nous tiendrons. Ça fait partie du cap. On reste à 3%. Ça fait partie du cap. Il n'est pas question de changer ce cap-là. Mais ce que je vais discuter, le cap et le calendrier, ce que je vais discuter avec Bruxelles, comme on dit, mais il y a un côté. Bon. Il y a un côté, on a l'impression qu'on discute avec une sorte d'hydre, de personnages absolument désagréables par principe. Mais c'est pas comme ça. Mais il faut faire partager. Il faut que nous partagions ensemble la seule préoccupation qui va pour toute la zone euro, qui est à peu près dans la situation de la France. Nous sommes grosso modo dans la moyenne de la zone euro. Plus de croissance pour plus d'emplois en rééquilibrant progressivement nos finances publiques. Et c'est ensuite le chemin, c'est le rythme lui-même qui sera discuté dans un intérêt commun. Souhaitez-vous que l'on rediscute du rythme de réduction du déficit? Je vous vois venir avec vos gros sabots que vous utilisez plusieurs fois de suite et je vais vous répondre avec la même subtilité que je vais là-bas pour trouver le chemin de l'intérêt commun. Voilà, c'est dur à faire sortir, même avec des gros sabots. Cela dit, on comprend quand même que le rythme, le chemin, comme dit Michel Sapin, sera discuté. Bref, que la France s'apprête à négocier un nouveau délai, c'est ce que tout le monde a compris. Mais quelques jours plus tard, changement de pied. Et cette fois, pour le coup, c'est très très clair. Faut-il que la France respecte le plus vite possible ces 3%? C'est pas parce que ce serait une règle tombée du ciel. Mais va-t-elle le respecter? Mais attendez, on a l'impression qu'on dit 3%, 3%. Les gens ne comprennent pas pourquoi on dit 3%. Pourquoi on dit 3%? Parce que c'est en dessous de 3% de déficit par rapport au PIB qu'on maîtrise la dette et qu'on fait diminuer la dette. L'objectif, c'est que la France se désendette, que chacun des Français se désendette. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait 3% de déficit en 2015. Pas au-dessus. 3% en 2015, c'est sur cette base-là que nous construisons notre stratégie budgétaire et que nous construirons notre budget pour 2015. Vous dites c'est faisable, mais est-ce que c'est une promesse? Est-ce que vous le ferez? Mais on n'est pas dans les promesses, on est dans l'action, on est dans la décision, mais est-ce on que est dans ça la se description. fera? Est-ce qu'on le verra? Mais bien sûr qu'on le verra. Si je vous dis là aujourd'hui, c'est pas pour que ça se voit pas demain. Alors, on va commencer à commenter l'attitude de Michel Sapin. Et sans être spécialiste du comportement, on voit qu'il n'a pas du tout la même attitude dans ces deux extraits de radio filmés. Alors, Merwan Méry, qu'est-ce que ça vous inspire? Je dirais qu'il est moins à l'aise dans le premier, comme ça, intuitivement. Là, tout à fait, tout à fait. Et il y a un signe, en fait, justement, qui le trahit, malgré lui, c'est le haussement unilatéral d'épaule. Vous savez, quand vous ne savez pas, ça traduit l'incertitude ou le fatalisme, je ne sais pas. Le seul souci, c'est quand vous affirmez quelque chose, notamment quand vous êtes assertif ou avec beaucoup de véhémence et que vous faites ça, ça contredit ce que vous venez juste d'expliquer, en fait. Quand il dit « je vais aller voir Bruxelles », il n'y a aucune raison qu'il le fasse, surtout que ça ne fait pas partie de son comportement de base, donc de sa baseline. Donc en l'occurrence, il y a une vraie dissonance entre ce qu'il peut exprimer... Qui est quand même un peu confus déjà. Exactement, et ce que son corps peut manifester. Et après, au terme de la première vidéo, vous l'avez vu, vers la fin, il est tellement mal à l'aise qu'il va même commettre une erreur de diction, ce qui est rare en fait chez Sapin quand il dit « je vas ». Pour le coup, effectivement, ça traduit encore une fois de l'inconfort. Sur la deuxième, effectivement, de toute façon, maintenant, sur la deuxième, il se convainc lui-même. Il répète toujours la même chose, 3%, 3%, 3%, voilà, pour que ça s'installe dans l'esprit général maintenant. Voilà, on a l'impression qu'il est plus au clair sur son message, on va dire, dans la deuxième vidéo, les 3%, que dans la première, il hésite. Pourquoi cette hésitation? Alors, cette hésitation, il faut quand même se rappeler qu'en ce moment, Michel Sapin est un émetteur faible.
C'est-à-dire que si on regarde les sondages de l'ancien gouvernement, il y avait deux personnes qui étaient loin derrière, c'était Michel Sapin et Moscou. Moscou est sorti. Lui est passé à travers les gouttes, c'est l'ami du président, il a fait l'armée avec le président, il est encore là. Et c'est l'homme quand même qui a promis l'inversion de la courbe du chômage. Donc il ne veut pas promettre les trois, dès qu'il est sur l'engagement, il redevient cet émetteur faible qui a du mal à avancer et à tenir un discours cohérent. Ah, mais après, il y a peut-être aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que justement, il ne sait pas, enfin, le gouvernement avait quand même en tête de renégocier ces fameux 3%, ça paraît clair, et en même temps, il n'ose pas le dire, quoi, c'est ça. Vous avez une première intervention, on le voit avec tout ce qui vient d'être dit, qui est sur la ligne, écoutez, on ne sait pas trop où on en est, parce qu'on va demander aux Allemands, et puis peut-être que dans la bataille, même si je suis proche de Hollande peut varier. Oui, c'est pas trop ce que pense Hollande. Il peut y avoir la gauche du parti, Hamon, Montebourg, il y a une curieuse alliance, donc je suis pas très sûr là-dessus. Ensuite, il y a des briefings, il a des conseillers en communication, des conseillers politiques, des amis, peut-être, ses proches, qui disent « t'as été mauvais comme un cochon », parce que c'est ça la réalité du premier truc. Il est mauvais, ce qui n'est pas son habitude, parce qu'il est plutôt en général très bon. Oui, c'est sûr qu'aller à la radio pour dire ça, on s'interroge un peu sur l'intérêt d'y aller. Donc là, il y a le détail, tout ce qui a été dit très savamment sur les mouvements d'épaule, etc., et qui est parfaitement vrai, même si on ne le détaille pas comme ça, on le sent, il y a un fluide qui ne passe pas. Et donc, on dit, il faut bien se battre sur un autre terrain. Et en plus, entre les deux, il y a un Nein des Allemands. Les Allemands disent, vous êtes gentils, venez nous voir si vous voulez, mais votre 3%, le délai, etc., vous ne l'aurez pas. Donc, il se fait pédagogue de l'utilité des 3%. Il est plus à l'aise parce qu'au fond, il est sur cette ligne-là. C'est ce qu'il pense. Et pas sur la première, bien sûr. Il est sur ce qu'il pense, oui, Gaël Siman. Tout à fait, mais dans les deux cas, il ne répond pas aux questions des journalistes. Pour la raison qui a été évoquée par Claude Pasternak, il est un point le grand jeu de pas répondre aux questions des journalistes. Ça, c'est normal, c'est Georges Marchais qui disait vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est de bonne guerre. Mais là, en l'occurrence, il pousse le bouchon un peu loin quand même. Dans les deux extraits et quasiment dans chacune de ses interventions, mais tout simplement parce qu'il est l'homme, rappelons-le, il est l'homme de l'inversion de la courbe du chômage. Il est l'homme de la promesse forte de 2013 sur laquelle François Hollande a achoppé, sur laquelle il a échoué. Donc il n'ose plus il est l'homme qui explique, si vous voulez, c'est cette absence de tenue de promesse qui explique le niveau d'impopularité exceptionnel de François Hollande aujourd'hui et la claque des élections municipales. Et enfin, il n'a effectivement pas, en termes d'opinion, l'envergure de la plupart des ministres importants de ce remaniement, de ce nouveau gouvernement. Il est moins connu, il est moins populaire, il est moins fort dans l'opinion que ne l'est son alter ego Arnaud Montebourg, par exemple. D'accord, donc double problème, vous dites. Double problème qui le met assez mal à l'aise. Alors justement, vous avez évoqué Arnaud Montebourg, et on y arrive, la cohabitation entre Arnaud Montebourg et Michel Sapin à Bercy. Alors là aussi, ça nécessite de la part de Michel Sapin quelques formules, alors pour le coup assez travaillées, on a l'impression, ça commence dès le matin de leur prise de fonction. Qui sera le patron de Bercy? C'est la mauvaise question. Ah, désolé. Parce que ce que recherche... C'était la mienne. Mais vous avez parfaitement le droit de le faire. Pourquoi je dis c'est la mauvaise question? Parce que c'est une sorte de question interne, une sorte de question d'organisation administrative, de services, de bureaux. C'est très important pour le fonctionnement des bureaux. Mais quelle importance ça a pour les Français? Ce qui compte, qui pilote? Oui, mais ce qui compte, c'est que ça marche, que ce soit cohérent et que la France, enfin, deviennent, de ce point de vue-là, une nation comparable à d'autres. Avec un Arnaud Montebourg au 5e étage et vous au 6e étage, ce sera votre bureau sud. Qui sait qui se trouve au 6e et au 5e? Nous serons tous les deux à Bercy et Bercy sera piloté. Et vous au 6e? Oui, je crois que c'est le 6e étage. Je m'en souviens même. Ça n'a pas changé depuis 22 ans. Alors vous disiez, les journalistes, les politiques qui répondent pas aux questions des journalistes. Alors on a un exemple magistral. Qui sera le patron de Bercy? On nous parle des problèmes de bureau entre le 5e et le 6e étage. Mais c'est tellement énorme qu'on se demande si c'est pas de la communication au second degré. Je ne sais pas si ce concept existe. Jean-Luc Manot, un petit mot. Oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même la référence au 6e étage. Et pour les connaisseurs, le 6e étage, c'est le patron. Oui, c'est le vrai patron. C'est d'être au-dessus. Donc il y a évidemment ça. Même s'il ne le fait pas forcément volontairement, mais enfin il le dit quand même. C'est moi le patron, c'est ça qu'il dit. Il dit c'est moi le patron. Enfin, en tout cas, si vous cherchez le patron, c'est sans doute au 6e étage qu'il faut le chercher. Non, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est comment dire, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est le début, on voit, de trucs qui vont miner qui risquent en tout cas de miner les efforts qui sont faits de la nouvelle organisation gouvernementale. Parce qu'en fait, il y a une organisation
pour une fois en France, on a séparé les finances de l'économie. Voilà, on a fait comme les Allemands, c'est ce qu'on arrête de nous dire. La seule différence, c'est que les Allemands, même dans la grande coalition, il y a moins de différence entre les deux Allemands, un CDU et un SPD, qu'il y a entre Montebourg et Sapin. C'est ça la difficulté. Donc cette réforme, ce changement, qui est évidemment très positif, qu'ils pourraient vendre, ils ne le vendent pas parce que la seule question, c'est leur rivalité. Alors je vais vous faire réagir, vous dites ça va miner, enfin en tout cas c'est vrai que ça risque de miner. On va voir, attendez, vous allez réagir parce que justement comment les deux se comportent ensemble. Là, on a beaucoup commenté déjà les premières images de la passation de pouvoir et de l'arrivée du duo à Bercy. Qu'est-ce que je lisais dans la presse? Il ne faut jamais lire la presse. Des images, un Cerbère à deux têtes. Alors moi qui suis un petit peu plongé dans l'histoire, et tout particulièrement dans l'histoire antique, j'essayais d'imaginer un Cerbère à deux têtes. C'est impossible. C'est impossible. Donc vous n'aurez pas ce sentiment-là. Vous aurez le sentiment de la cohérence, de la cohésion, de l'action. Nous partagerons toutes les réflexions, nous partagerons tous les grands débats et nous agirons d'une seule voix. Il peut y avoir deux têtes, quatre jambes, quatre mains, je ne compte pas les orteils et les doigts des mains, et n'avoir qu'une seule voix, chacun avec sa personnalité. Voilà, alors Arnaud Montebourg sourit, mais les mauvais esprits ont remarqué que le locataire du 5e s'est consciencieusement tourné les pouces pendant tout le discours de son voisin du 6e, une attitude un brin défiante qui rappelle celle adoptée par le même Arnaud Montebourg vis-à-vis de Jean-Marc Ayrault, comme lors de ce déplacement qui avait été beaucoup commenté à l'époque. C'était lors de la visite d'une entreprise de son, une brochette de ministres et un sujet au Petit Journal. Alors malade ou de mauvaise humeur, on ne sait pas, mais pendant tout le déplacement à Montebourg comme ça... Pour les déficients visuels. Par contre... Alors ici, ça s'appelle le service minimum. J'étais ingénieur... Et là, s'agit-il du regard de quelqu'un qui a envie d'être là? Et voici la fameuse image qui résume tout. Il les place sur le canapé d'un studio et sur le canapé, nous avons Moscovici, Fioraso, Ayrault, Pellerin... Et ici, à droite, une place vide car Montebourg est debout derrière et refuse de s'asseoir à côté d'eux. Séquence. Ne vous inquiétez pas. C'est bien passé là? Arnaud. Allez. On va se décaler, Voilà, et à l'époque, cette attitude était passée pour de la défiance vis-à-vis de Jean-Marc Ayrault, avec qui Arnaud Montebourg avait eu quelques différends, notamment sur le dossier Florange, et ce refus de s'asseoir lui avait même valu des demandes d'explication. On regarde. Moi, je vous ai vu à Saint-Étienne refuser de vous asseoir. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous aviez refusé de vous asseoir. Je crois qu'il faut que vous avez un... J'ai quoi? Non, mais vous avez un problème, dans les médias, c'est que vous attrapez des images, vous en déduisez des choses. C'est vous qui faites l'image, c'est pas moi. Non, mais d'accord, mais enfin, bon, ça va, je me gratte le nez, ça y est, il aime pas Jean-Marc Ayrault. Non, mais d'accord. D'accord. Non, mais je m'assieds pas. Pourquoi je m'assieds pas? Parce que j'avais des choses à dire avec la préfète qui était à côté de moi. Et il faut que je me justifie de ça. Non, mais c'est interminable. Voilà, les médias attrapent les images, mais Arnaud Montebourg multirécidive là dans les attitudes défiantes. Claude Posternac. Je vais revenir sur d'abord l'intervention de Sapin. L'intervention de Sapin, elle écrit en creux le rapport entre lui et Montebourg. Montebourg n'a pas besoin de parler. C'est-à-dire que le discours qu'entretient Michel Sapin est un discours de faiblesse. C'est-à-dire que Michel Sapin est faible. Il a beau être au 6e, il est faible. Michel Sapin laisse la place. Bon, d'abord, Arnaud Montebourg était déjà au 5e étage. Il y vit au 5e étage, donc il n'allait pas changer de aller au 6e étage. Donc, à Bercy, les choses sont claires. C'est-à-dire qu'il y avait deux personnalités fortes dans l'ancien gouvernement. C'était Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Maintenant, il y en a trois, puisqu'il y a Ségolène Royal en plus. Donc, Montebourg va continuer à jouer de tout son poids. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg est le défenseur de la grande entreprise. Il va aller vers la défense de plus en plus des entrepreneurs et de la petite entreprise. Enfin, là, il ne défend pas la petite entreprise. Mais là. bien sûr que vous allez... Non, mais bien sûr que vous allez être... Les débats, ils vont être autres. Il va y avoir une rigueur de la finance chez Michel Sapin qui va vouloir aller vers les 3%. Et puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va essayer de relancer l'économie et qui va dire, en gros, on ne fait pas d'économie, on diminue pas les déficits en bas de cycle. Mais là, ce qui est la réalité. Vous donnez le positionnement, effectivement, politique qu'il y a derrière cette attitude et la faiblesse, vous dites, de Michel Sapin.
Sapin qu'on sent dans ces images. En même temps, il y a aussi l'attitude d'Arnaud Montebourg. On dit soit c'est une attitude pour déstabiliser finalement Jean-Marc Ayrault. Enfin, c'est surprenant quand même cette attitude. Soit il exprime ses émotions comme ça brutes, il peut pas s'empêcher. On s'interroge sur cette attitude, Jean-Luc Manot. C'est quand même rare un homme politique qui se comporte comme ça. Il est construit comme ça, Arnaud Montebourg. C'est-à-dire que c'est un conducteur qui ne regarde que la ligne jaune. D'accord. Et en fait, tant qu'il est du bon côté de la ligne jaune, il s'autorise un peu tout. Tant qu'il n'a pas l'ensemble des 4 roues de l'autre côté de la ligne jaune, il considère qu'il roule dans son couloir et qu'il n'y a pas de difficulté. Il est structuré comme ça et son succès est venu comme ça. Quelle est la différence fondamentale? Je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire entre Sapin et Montebourg. Quand vous voulez voir l'importance d'un homme politique, réfléchissez s'il s'en va. Imaginez que demain, Sapin dise « Eh bien, je quitte ce gouvernement ». Bon, il y aura des commentaires, d'ailleurs, qui disent « Mais si Montebourg s'en va, il y a une fraction de gauche, il y a quelque chose de représentatif qui s'en va. Oui, et donc, il y a du manque. Parce qu'il représente. Donc, à quoi il joue? Il joue à être fort. Il joue à être fort, voilà. Alors oui, elle l'est de plus en plus pour la suite. Alors oui, attendez, vous voulez faire réagir Gassiman? Oui, vous dites il l'est. Juste un peu, oui, complètement. Et puis, on parlait de défiance tout à l'heure. Si je reviens sur le premier extrait que vous avez montré, Michel Sapin cherche l'adhésion d'Arnaud Montebourg. Vous savez, on a une vision binoculaire, ce qui nous permet de voir à 180 degrés quand nos deux yeux fonctionnent en même temps. De pouvoir, donc forcément, Arnaud Montebourg le voit. Et donc, quand il se tourne, en plus, il voit qu'effectivement la voix est altérée, puisqu'il n'entend plus de profil, mais il va l'entendre de face. Et là, Sapin se tourne vers lui sans cesse. Exactement, et il ne réagit pas. Donc pour moi, c'est clairement de la défiance, parce qu'en l'occurrence, il cherche de l'aide, il cherche de l'approbation, mais Arnaud Montebourg refuse de lui donner. D'accord, oui. On a un phénomène intéressant sur, sans doute, un mauvais travail sur le management dans ce gouvernement. On a, Jean-Luc Manot l'a dit, une tête de Bercy, enfin un Bercy bicéphale. Voilà le monstre à deux têtes que Michel Sapin n'arrive pas à imaginer. Non, il ne peut pas l'imaginer, il en aurait 3, il en a que 2, donc voilà. Mais ça devrait être un atout. Ça aurait dû être un atout en termes de communication politique que d'expliquer que plutôt que d'avoir X ministres, 4 ou 2 selon qui l'on compte, on se retrouve. Il y en a 2 comme en Allemagne. On se retrouve avec 2 et on a une ligne cohérente. L'un est là pour relancer l'industrie, l'autre tient les cordons de la bourse. Et on aurait dû normalement en termes de management prévoir quelle était la réponse à donner à un journaliste vous posant une question simple. Qui sera le patron ? À la limite, peu importe la réponse, mais une vraie réponse. Qu'on sache qui est le patron. Une vraie réponse qui peut être, il y a 2 patrons. Il y aura 2 patrons exactement avec les mêmes pouvoirs. Ça peut s'entendre. On peut dire, le patron, ce sera moi, Michel Sapin, ou ce sera Arnaud Montebourg. Mais le fait de ne pas répondre, c'est une faiblesse. Et ensuite, je rebondirai sur ce que vous avez dit. Oui, c'est une faiblesse plutôt collective, parce qu'on disait Michel Sapin, c'est plus collectif. Après, le paradoxe, c'est qu'en réalité, celui qui a davantage le pouvoir, à qui on a donné davantage de clés, c'est quand même Sapin. Parce que c'est Sapin qui tient les cordons de la bourse. C'est quand même Sapin qui est symboliquement au 6e étage. Mais Sapin n'a pas le même poids dans l'opinion que Montebourg, et le plus costaud des 2 n'est pas le chef, mais le chef adjoint. Et du coup, ça provoque ce type de séquence télévisuelle où on voit le plus faible des 2, mais à qui on a donné davantage de pouvoir, se tourner vers l'autre pour chercher son soutien. Et ne pas l'obtenir d'ailleurs. Mais alors du coup, ça pose quand même la question de l'attitude d'Arnaud Montebourg, parce qu'on a l'impression que c'est lui qui est dans une posture vraiment effectivement de défiance, de déstabilisation, de parasitage. Il est très bon dans sa réponse. Regardez la différence entre les deux. Sapin ne répond pas aux questions que posent les journalistes. Bourdin pose une question à Arnaud Montebourg, qui est une vraie question déstabilisante, parce que les images montrent bien qu'il ne joue pas le jeu. Et pourtant, regardez, oui, mais je me gratte le nez, maintenant les journalistes en font toute une histoire. Le téléspectateur qui assiste à ça, il dit oui, il a raison Arnaud Montebourg. Ces journalistes sont insupportables. Ces journalistes sont vraiment insupportables de s'arrêter à des détails. Le téléspectateur qui n'a pas en mémoire les images va accepter ce mensonge patent, puisque jamais il ne parle à la préfète pendant toute la période. Est-ce que je peux dire un mot simplement sur Michel Sapin? Parce qu'il y a un truc qui me trouble, ça fait 2 fois qu'on l'entend sur des éléments totalement pas préparés ou mal préparés. Parce que il y a une règle de communication quand même, c'est que quand vous êtes attaqué, il n'y a pas besoin de reprendre l'attaque contre vous
l'hydre à deux têtes, là où je... Voilà, et on n'a pas le Cerbère... Que personne n'a entendu, que lui reprend, qu'il a entendu ailleurs. De la reprendre. Et si on la reprend, il faut au moins avoir une formule qui la contre. Or, il n'en a pas. Il nous dit, je suis spécialiste de l'histoire de l'Antiquité, donc on pense qu'on va avoir droit à un dieu grec, à une déesse romaine, quelque chose comme ça. On a une histoire d'orteil qui est assez pitoyable à l'arrivée. Donc, quand même, un conseil, quand on va faire un discours public, c'est pas idiot de le préparer un peu. D'accord, mais en même temps, même si peut-être que toutes les réponses ne sont pas données à ces ministres, c'est ce que vous disiez sur l'aspect management. Voilà. La situation de faiblesse de Sapin est telle que la seule chose, lui, émetteur faible, qui le réhabilite, c'est de dire les choses n'ont pas changé depuis 22 ans. C'est-à-dire qu'il se remet en selle en disant « Regardez, j'ai l'expérience ». Mais attendez, ce qui a été vendu au peuple français, c'est le changement. C'est le changement. Et là, on renvoie à 22 ans d'histoire, c'est quand même assez douloureux. Donc, il est véritablement un émetteur affaibli, ce qui fera bien évidemment le jeu de Montebourg. Alors, on a parlé des rapports de force au sein du nouveau gouvernement. Alors, il y a un autre ministère aussi où ça a bougé, c'est celui de l'Éducation nationale, où Benoît Hamon a remplacé Vincent Peillon, malgré, ou peut-être à cause, vous nous direz, d'un discours très très critique dès le soir de la défaite au municipal. Écoutez-le. La leçon de ce soir, elle est après tout extrêmement claire. C'est un revers électoral indiscutable pour la gauche. Il se signale par le fait que des femmes et des hommes qui appartiennent aux classes populaires, aux classes moyennes, des fonctionnaires de catégorie C, de catégorie B, des petits retraités, n'ont pas voté à gauche. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que sur la promesse sociale, qui est celle de la gauche, nous n'avons pas été à la hauteur de leurs attentes. Donc moi, je vous dis les choses comme je les ressens. Il me semble que ce soir, la leçon qui doit être tirée par la gauche au pouvoir, c'est qu'il faut faire en sorte que sur la question de la justice sociale, que sur la question du pouvoir d'achat, des mesures rapides incarnent le fait qu'on a compris le message et que derrière, nous mettons en œuvre une politique qui est une politique qui soit de nature à rassurer les Français, là où nous les avons peut-être un peu inquiétés. Est-ce qu'on doit appuyer un peu sur le frein, sur le pacte de responsabilité? Vous savez, le pacte, monsieur le maire, si c'était appelé autrement, aurait été favorable. La question, c'est quoi? Réorganiser l'appareil productif. Alors là, il est dans la posture, il dit qu'il n'est pas d'accord, mais réorganiser l'appareil productif, c'est absolument... J'ai soutenu Permettez-moi de terminer, monsieur le maire. Oui, mais quand vous dites des voilà, mensonges, vous voyez, vous soutenez. Quand vous dites des mensonges, monsieur Hamon, je me permets de vous interrompre. C'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas que les entreprises qu'on aide, mais qu'il y ait celles et ceux qui consomment, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui aient le sentiment que quand la gauche arrive au pouvoir, eh bien, ils obtiennent davantage. Alors, ça passe vite, mais il explique quand même, et c'est ce qu'on comprend, que François Hollande mène une politique de droite avec le fameux pacte, mais ce point de vue ne l'empêche pas, ou peut-être même est-ce grâce à ce point de vue, d'être nommé à l'Éducation nationale, ministre de l'Éducation nationale, avec un sujet sensible, la création de 60 000 postes d'enseignants, promesse de campagne de François Hollande qui, d'après certains bruits, certains échos dans la presse, pourrait être remise en cause. Écoutez la réponse de Benoît Hamon à cette question. Je ne confirme pas, mais ce dont j'aimerais parler avec vous, outre évidemment qu'il est essentiel qu'on continue à créer les postes qui sont indispensables aujourd'hui à notre école pour qu'elle remplisse ses missions, qu'elle permette à chaque élève, notamment les élèves qui ont le plus de difficultés, de pouvoir grandir, s'épanouir, apprendre comme tous les autres. Je dément qu'aujourd'hui, la priorité qui est celle du président de la République, qui est la priorité à l'éducation, soit remise en cause. Voilà, on est tenté de dire la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ça ce qui fait... Il est quand même dans une situation assez infernale. Vous avez raison de souligner qu'en creux, ce qu'il dit au soir de la défaite, d'abord c'est très important. Assumer, ne pas être dans le déni. Tout homme politique doit être capable de faire ça. Et souvent, on observe des hommes politiques qui en sont incapables. Et lui, il assume. Et lui, il assume la défaite. Alors, il l'assume d'autant plus qu'effectivement, vous avez raison, que c'est la il droite. suggère que le gouvernement mène une politique trop à droite. C'est quand même une critique assez grave, et vous avez raison, il en est promu de cette critique. Pas uniquement pour ça, parce qu'avec Arnaud Montebourg, ils incarnent tous les deux l'aile gauche, la jambe gauche de ce gouvernement dirigé par un homme politique très apprécié de la droite, mais pas que, qui est Manuel Valls. Et là où il est très bon, c'est que on lui pose une question sur l'antenne de France Info ou de France Inter, là, extrêmement claire. On n'entend pas la question, mais les 60 000 postes, vous confirmez qu'ils sont supprimés? Oui, qui est la rumeur, effectivement, qui court. Il ne répond pas. Il ne répond absolument pas à la question. Mais en même temps, il se lance dans un discours que je trouve plutôt assez bon, où il défend l'élève, l'éducation. Oui, il nie le fait que la priorité ne serait plus l'éducation.
mais il ne dit pas, je vous garantis qu'il y a bien les 60 000 postes. Donc on a quand même, avec Hamon, on l'avait vu avec Montebourg... Mais il dit quand même qu'il dément. Non. On comprend qu'il Non, il dit je dément que la priorité ne serait plus l'éducation. Il dit pas je dément sur les 60 000 postes. Je pense que c'est assez habile de sa part. Et là où on voit quand même un certain talent, que ce soit chez Hamon, que ce soit chez Montebourg, ou chez Valls d'ailleurs, on a dans ce gouvernement des personnalités d'envergure qui risque probablement de générer un petit peu moins de couacs ou de balbutiements que ce qu'on avait observé lors de la première équipe Ce qui est Hérault. paradoxal là, dans les trois personnalités que vous décrivez, qui ont fait objectivement alliance, les trois, ils ont une particularité, aucun n'a fait l'ENA. Valls, Montebourg, Hamon. Voilà. Aucun n'a fait l'ENA, c'est-à-dire qu'ils sortent et des chemins... Et c'est ça qui permet d'être clair sur les plateaux télé. Non, ça permet d'avoir... ça permet, un, d'être clair, deux, d'avoir une force de parole, trois, de passer des lignes de paradoxe que le haut fonctionnaire n'ose pas, par habitude, de passer. Ouais, bon, quand vous regardez ce que dit Benoît Hamon, ce qui vient d'être dit aussi en sémantique, ça se rejoint. Là. Vous avez quand même des ministres qui expliquent d'abord qu'ils ont été sous l'autorité d'un crétin parfait qui s'appelait Jean-Marc Ayrault, et qui continue à l'être d'un président qui, lui, n'avait pas pensé qu'il fallait faire pacte de responsabilité, mais qu'il fallait faire, etc. Là, Benoît Hamon le laisse entendre. Oui, c'est ce qu'il laisse entendre. Alors, évidemment, ils ne le disent pas comme je suis en train de le dire. Dire que Bruno Le Maire aurait été d'accord, c'est dire... Si vous avez un système anti-politique derrière ça, vous voyez quand même que c'est ce qu'il dit. Vous vouliez réagir aussi sur l'attitude de Benoît Hamon? Oui, et puis, je voulais également faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure à juste titre. Effectivement, quand j'essaie de porter un regard éclairé sur certaines situations, notamment avant une deuxième lecture, ce que je regarde, est-ce qu'il y a congruence entre ce qu'ils peuvent dire et ce que leur corps peut exprimer. Et effectivement, quand on regarde M. Hamon, il y a une congruence parfaite, il est particulièrement à l'aise, et puis encore une fois, il n'y a pas de déni, il objecte, c'est sa vraie force, et donc ce qui lui permet encore une fois de faire une pirouette. Donc, il s'achète de la crédibilité aux yeux de tous. D'accord, donc bon point là vraiment, décidément, pour Benoît Hamon dans l'exercice. Alors pour finir, hein, dernière petite séquence, des remaniements font aussi des victimes, hein, ceux qui sont évincés et dans une moindre mesure ceux qui ne décrochent pas le poste qu'ils voulaient, comme François Rebsamen qui, après avoir rêvé de l'intérieur, se retrouve au travail à cause de Manuel Valls. La première fois, il a pris votre place et la deuxième fois, Premier ministre, il a mis son veto pour que vous ne soyez pas ministre de l'Intérieur. Vous lui en voulez ? Non, j'en veux pas à Manuel Valls, je suis ministre de son gouvernement. Mais vous confirmez que ça s'est passé comme ça ? J'ai fait évoluer, vous le savez... Oui, vous le confirmez dans un sourire, j'ai fait évoluer la pensée socialiste avec d'autres sur les problèmes de sécurité. Aujourd'hui, je peux dire que si la sécurité n'est ni de droite ni de gauche, mais d'intérêt général, c'est parce que les socialistes ont évolué dans leur pensée. J'ai pris ma part. Vous avez préparé le terrain pour Manuel Valls, ministre de l'Intérieur ? J'ai tourné la page. Vous n'en voulez pas à Manuel Valls ? Non, pas du tout. Même pas un peu ? Non. Si vous lui en voulez. Je suis un ministre du Travail heureux, c'est un beau ministère. Le mot travailleur m'a toujours plu dans mon histoire politique et je vais tout faire pour m'atteler à la tâche, diminuer le nombre de chômeurs dans ce pays. Il n'en veut pas à Valls, il a tourné la page. Quant à Pierre Moscovici, il a quitté Bercy, mais sans amertume. Vous êtes l'un des grands perdants du changement de gouvernement. 2 semaines après, vous avez compris ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché. Écoutez, ça franchement, c'est pas du tout la manière dont je vis les choses. Être membre du gouvernement, c'est dur, c'est exaltant, mais beaucoup de sa vie entre parenthèses. Mais personne en démocratie n'est propriétaire de sa charge. Et je pense qu'on gagne autant à être ancien ministre qu'à être ministre, parce qu'on peut être utile à son pays différemment. On a une expérience, c'est un atout. Donc moi, je me refuse totalement à je ne sais quelle explication, introspection. Ou à de l'amertume. À de l'amertume, ou à de la nostalgie. Je suis en soutien au président de la République, je suis en soutien au gouvernement de mon pays, et puis je vais être utile, je le crois. Je vais être utile en revenant au Parlement, ce sera le 3 mai. Je vais être utile comme responsable politique, justement avec cette expérience, et puis utile dans d'autres fonctions, je l'espère, je le crois. Voilà, alors on a un spécialiste du mensonge et de la vérité sur ce plateau. Alors là, évidemment, on se tourne vers vous. Est-ce crédible? Parce que c'est vrai que là, on a l'impression qu'ils forcent un peu le trait l'un et l'autre. Hein. Pas d'amertume, je suis ravie. Oui, alors encore une fois... Là où il faut s'attarder, c'est est-ce qu'il y a encore un asynchronisme, est-ce qu'il y a un manque de coordination entre ce qu'il peut dire et ce que son corps peut manifester. Il est plutôt bon dans la façon dont je parlais de Moscovici. La façon dont il s'exprime, parce que il met de l'emphase sur les mots et puis son corps l'accompagne bien. Peut-être qu'il a souffert à Bercy et qu'il est content de plus y être. Alors, on n'est pas dans sa tête, donc c'est pour ça qu'il faut encore une fois adopter toute la prudence nécessaire. Maintenant, il insiste tellement sur certains mots qu'on a l'impression qu'il veut se convaincre lui-même.
Donc encore une fois, c'est la prudence que je prendrais sur ce point-là. Oui, vous disiez, Pierre Moscovici, vous êtes d'accord? Il a peut-être trop souffert à Bercy, c'est ça? En plaisantant, on pourrait dire qu'il était peut-être soulagé, mais effectivement, je trouve qu'il y a une vraie différence entre les deux. C'est-à-dire Pierre Moscovici a l'air presque assez à l'aise dans ce qu'il dit, là où Rebsamen est moins à l'aise, mais en même temps, ou même d'une certaine manière, ce qu'il dit en non-dit, tente à valider la question que lui pose Jean-Michel Apathy. Est-ce que vous en voulez à Manuel Valls de ne pas vous avoir donné le ministère de l'Intérieur? Si ce n'était pas le cas, la première réaction serait de dire mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas ce que dit Rebsamen. Juste donc une il parenthèse. admet que ça s'est passé comme ça. Il admet que ça s'est passé comme ça. On voit que, contrairement à ce qu'il indique, il reste assez scotché sur le sujet. Mais presque tant mieux. Moi, je pense qu'il a raison parce que pour les personnes qui ont un petit peu suivi ce qui a pu se passer, que ce soit Rebsamen ou Urvoas, qui était le Hollandais ou le Valsiste, candidat pour le poste, et qui avait le finalement a CV, échu à un troisième, qui avait le CV qui légitimait pleinement que l'un ou l'autre se retrouve place Beauvau, le fait qu'un troisième soit choisi est une vraie erreur. Sans offense aucune pour le ministre de l'Intérieur actuel. Il n'était pas, Cazeneuve n'était pas préparé comme l'étaient l'un et l'autre à ce poste-là. C'est une erreur pour l'emploi et pour l'intérieur, pour les deux ministères. Bien évidemment. Alors pour l'emploi, on verra, on va pas faire. Mais sur l'intérieur, en tout cas, c'est quand même dommage de se dire qu'il y avait deux candidats qui étaient faits pour le poste et qu'aucun des deux n'est choisi parce que l'un était trop proche de Hollande et l'autre trop proche de Valls. Donc d'une certaine manière, le fait que Rebsamen soit mal à l'aise sur le sujet n'est peut-être pas si mal, parce qu'il a raison d'être mal à l'aise. Oui, d'accord, parce que derrière, il y a un vrai souci, et en même temps, que pourrait-il répondre? C'est un peu la question qu'on se pose. Un dernier petit mot, voilà. Un petit mot, je pourrais noter rapidement que c'est une étrangeté française, mais récurrente, qu'on est rarement nommé ministre de ce qu'on connaît. Oui, ça c'est vrai que c'est ce que c'est quand même terrifiant. C'est quand même terrifiant parce qu'on l'a bien de voir dans deux cas, mais prenez dans d'autres. Dans cette noble maison, on se demande pourquoi le ministre des Relations avec le Parlement est le meilleur spécialiste santé du Parti socialiste et pourquoi le ministre de la Santé n'y connaît pas grand-chose. C'est quand même très préoccupant. On est bien au-delà de la communication. On ne peut plus communiquer effectivement. Du coup, comment communiquer sur ce sujet? Au-delà de ça, Moscovici, il a surtout un objectif dans ce qu'il fait aujourd'hui, c'est d'éviter la marque de l'infamie d'un départ pour faute lourde. Pourquoi? Parce qu'il aspire à être commissaire européen et que on a déjà envoyé aux Européens Harlem Désir dans le genre faute lourde. Oui. Si on pouvait éviter d'en envoyer un deuxième, ce serait quand même mieux. Donc, il se bat pour éviter qu'il y ait, juste sur les questions européennes qui sont centrales, une sorte d'association, de syndicat des échoués. Oui. D'accord, d'accord. Enfin, en tout cas, lui communique clairement en vue de cet objectif, effectivement, sans juger pour le coup là, et sans présager de l'avenir. Il joue clairement cette carte-là, et s'il va parler à la radio ce matin-là, c'est clairement pour ça. Oui. Mot de la fin. Là, on a vu quelques exemples des premiers pas médiatiques du nouveau gouvernement. Petite synthèse, les uns et les autres. Il y a un univers aujourd'hui qui est un univers de machine à couac. Ça s'appelle les réseaux sociaux, ça s'appelle les chaînes d'infos continues. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc, ça génère naturellement des couacs. Simplement, Manuel Valls a le professionnalisme qui va permettre de contenir ce gouvernement. Il manque des personnalités d'appoint. Donc c'est pas vraiment des couacs ce qu'on a vu là. Non, c'est vraiment très léger et je pense que Manuel Valls a une vraie poigne, tient bien, connaît vraiment l'architecture de la République et je pense qu'il risque de surprendre. Mot de la fin, Jean-Luc Manot. François Hollande avait un double problème. Autorité, appel du peuple de gauche. Le changement de gouvernement ne répond pas à la question de l'appel du peuple de gauche, mais il répond à la question de l'autorité et elle est centrale. Donc Manuel Valls le fait. Et quand on regarde l'évolution, alors on serait en Norvège. On se dirait, là peut-être qu'ils n'auraient pas dû aller à deux à Berlin sans se parler, en se demandant s'ils allaient même déjeuner ensemble. Mais enfin, on est en France, et donc on est en France juste après 2 ans et demi d'héros. Et quand on regarde ça, on se dit c'est formidable, ça marche formidablement mieux. D'accord, il ne faut pas regarder comment ça se passe, il faut regarder comment ça s'est passé, comparer c'est mieux, donc c'est bien. Et pour vous dire la vérité sur l'autorité, ma conviction à moi, c'est que le problème, il n'est pas le Premier ministre, il est le Président de la République. D'accord, bon, eh bien, prochaine émission là-dessus, sans doute. Merci à tous les 4, merci à Marie Lebon et à Lorraine Boisson qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Aurélien Pallier-Collineau qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Tu sais que sur Ségolène Royal, moi je suis, si on peut parler de couac sur ce qu'on a vu dans 3 mois ou dans 6 mois, mais on va être mort de rire. Ça va être...
va être une boucherie. Hein. Moi, je veux attendre le premier arbitrage du président de la République hostile à Ségolène Royal et voir comment ça réagit.